Defecator, on défexe les fakes. En dépit de ces étranges processions, les glaciers fondent. Et ça pose pas mal de questions. D'abord, comment on le sait? Comment ça se mesure, un glacier qui fond? Comment on peut savoir si ce qui se passe est anormal? Est-ce que c'est pas juste un phénomène naturel, cyclique? Et puis, jusqu'où ça peut fondre? Avec quelles conséquences? Et donc je me suis dit, tant qu'à être un super-héros de la vulgarisation, avec Cap là, grande idée ça aussi, avec le vent, bref, faisons le boulot, remontons tout en haut à la source, même si c'est chaud, parce qu'il fait froid. Il y a des gens dont c'est le métier d'étudier les glaciers, allons les voir. J'ai donc contacté la fine fleur de la glaciologie et au cours de cette vidéo, on va rencontrer les scientifiques de l'IGE, l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, pour comprendre comment on étudie les glaciers et ce qu'ils ont à nous apprendre. Quand on construit une station météo, qu'on passe 2 jours à la bricoler dans le froid et qu'elle marche, eh ben c'est une vraie émotion quoi. On a ces observations, toujours les mêmes, au même endroit depuis des décennies, et on a ainsi l'évolution globale du glacier et un vrai signal du coup climatique en haute montagne. Moi, au démarrage, je suis sceptique, mais sceptique pas climato-sceptique, je suis scientifique, et la base de la science, c'est d'être sceptique, c'est-à-dire qu'on a un résultat, on va le confronter par pur désir de vérifier s'il est vrai ou faux. On fait partie d'un grand réseau, d'une grande chaîne de solidarité quelque part qui s'intéressons à la nature et aux vivants. Et j'espère évidemment que les scientifiques vont nous emmener un peu sur le terrain. En fait, l'équipement de sécurité le plus important, ça reste les crampons. Terrible, hein? Ouais, c'est terrible. Faut imaginer qu'on était 80 mètres au-dessus, quoi. À peu près. Bref, là on va entendre les gens qui bossent sur le sujet et qui vont nous dire ce qu'ils observent. Dans les cycles naturels de glaciation et de déglaciation, on n'a jamais observé des changements aussi importants, aussi rapidement surtout. Donc, il y a une grande robustesse de ces résultats, puisqu'on a plusieurs approches qui donnent le même résultat. Les glaciers sont vraiment des sentinelles du climat. Et il y a 10 ans, même étant déjà sensibilisé, travaillant déjà sur ces glaciers-là, j'imaginais même pas en fait. Alors oui, il va y avoir du paysage. Oui, il va y avoir du dénivelé. Et il va y avoir de l'effort, parce que, comme d'habitude, ce sera interactif. Il y aura quelques questions pour vous. Du coup, il faudra suivre. Je tiens à m'assurer que vous restez bien en éveil tout au long de la progression. Sinon, si vous endormez sur place, vous finirez congelé. En un mot, bien sûr. Ou peut-être 2 pour certains, ça on sait pas. Mais justement, le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de tester vos connaissances. Donc, restez en alerte. Voilà. Et on va tout savoir sur les glaciers. Bah mon vieux, les glaciers, moi c'est bon. La dernière fois que j'y suis allé, ils servaient n'importe quoi. Mais il y a trop de parfums maintenant. Il y avait Roquefort... Non, mais aujourd'hui c'est sérieux. My Il va life. y avoir des spécialistes et tout. Bah des spécialistes. Oh, moi je suis quand même l'ami du bon goût. C'est un peu mon domaine. Puis bon, tu me connais, moi si c'est pour la science, moi je suis prêt à donner de mon corps. Oui, surtout l'estomac. Non, là les spécialistes, je te parle de glaciologues qui étudient les glaciers en montagne. Oh, mais en montagne, pareil, là, je vois la dernière fois, le gars, il y avait de la glace au lard fumé. J'ai dit, dis donc, c'est quoi la prochaine étape? Vous congelez de la tartiflette dans des cornets? Très bien, écoute, je dois te laisser, là moi je suis sur le terrain. Ah, mais c'est toi qui vas sur le terrain maintenant. Et oh, ça va avoir un impact sur la qualité. Mais c'est bien l'objectif. Allez, en route. Ouais, non, c'est par là. Point de vue. Alors... Ah bah oui, là, point de vue. Bon, d'un autre côté, c'est pas plus mal. C'est pas des points de vue qu'on veut. Ce sont des faits. Parce que c'est pas ce qui manque, les gens qui ont une opinion sur le sujet et qui n'hésitent pas à vous l'imposer d'ailleurs, même quand vous ne leur avez pas spécialement demandé. Bref. Régulièrement, voilà, je fais quelques images. Ça me fournit un excellent prétexte pour faire des pauses. Je pense que c'est ça, parce que on n'a pas besoin de toutes ces images pendant l'ascension, d'accord ? Nous arrivons juste en dessous d'un très bon exemple, le glacier des Bossons, sous le Mont Blanc, dans la vallée de Chamonix.
très facilement accessible. Tiens, tant qu'on est là, puisqu'on va rencontrer des glaciologues qui vont nous dire les termes, révisons d'abord les termes en question, juste histoire d'avoir les bases et de ne pas être trop largué. Un glacier, c'est une grande masse de glace. Alors, comment se présente un glacier de montagne classique? D'abord, tout en haut, il y a ce qu'on appelle la zone d'accumulation, c'est là où se forme la glace. Et elle s'y forme, écoutez comme tout ça est bien nommé, elle s'y forme par accumulation. L'accumulation de couches de neige successives qui, sous le poids, se soudent, se transforment en glace. Pour le glacier des Bossons ici présent, la glace se forme dans un cercle glaciaire qui est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et alors cette glace descend ensuite dans le glacier en suivant la pente de la montagne jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on appelle le front du glacier. Elle glisse très lentement évidemment, mais elle descend. Et ça on le voit bien quand on regarde des timelapses. Par exemple ici, la NASA a mis bout à bout des photos satellites de glaciers d'Alaska. Celui-là c'est le glacier du Grand Plateau. On voit très nettement l'avancée de la glace, en particulier quand il y a des dépôts dessus, ce qu'on appelle de la moraine. Ça ce sont des pierres et des débris rocheux qui sont tombés de la montagne sur la glace, ou que le glacier a arraché au passage. Et là, c'est ce qui fait ces grandes formes sombres, qui permettent bien de voir que la glace bouge, le glacier s'écoule. Après, la vitesse d'écoulement, elle dépend du glacier. Ils ont chacun leur propre dynamique. Sur celui des Bossons, la pente est très forte, ça je vous le confirme, c'est raide, et du coup, la glace peut descendre de plus d'1 mètre par jour en été. Et au Bosson, d'ailleurs, on a un autre moyen de constater que la glace descend, qui est un peu plus triste, c'est que le glacier a rendu, après plus de 50 ans, des débris de 2 avions d'Air India qui s'étaient crashés à 4600 mètres d'altitude, le Malabar Princess en 1950 et le Kanchenjunga en 1966. Donc là, des débris qui étaient pris dans les glaces sont descendus pendant des décennies et puis on a commencé dans les années 2000-2010 à en voir ressurgir. Et il y en a quelques-uns qui sont exposés sur le chemin du glacier. Enfin voilà, plus classiquement, le glacier transporte donc de la moraine, donc des débris rocheux. Ça, il en dépose latéralement ou à son front. Et s'il se met à reculer quand ils font beaucoup, on peut voir jusqu'où il était descendu en observant la moraine qui l'a poussé jusque-là, ce qu'on appelle la moraine frontale. Et quand le glacier passe au-dessus d'un changement de relief, si par exemple la pente devient plus raide ou qu'il y a un surplomb, la glace se fracture. Et ça peut donner des crevasses, donc des grandes failles, spectaculaires, mais qui sont évidemment dangereuses si on se promène sur le glacier. Et puis ça peut donner des séracles, donc des grands blocs de glace, spectaculaires, mais qui sont évidemment dangereux si on se promène sous le glacier au moment où il y en a un qui se détache. Et sur les Bossons, ça se produit régulièrement, donc attention. Là, c'était en juillet 2011, et en juin 2015, là, c'est carrément 200 000 m3 de glace qui avaient dévalé sur 1 km. Vous avez aussi des possibles effondrements, comme celui du glacier Marmolada en 2022, et aussi encore d'autres risques, mais ça on va en reparler un peu plus tard avec quelqu'un dont c'est la spécialité, justement. Là déjà, voilà, on a les grands principes et le vocabulaire de base, on va pouvoir se présenter devant les scientifiques sans risquer de passer tout de suite pour un rigolo. Allez, on redescend. J'arrive à Vigée. Bonjour. Bonjour. Déficator. Enchantée. Fanny Brun, enchantée. Delphine Six. C'est pas très conventionnel comme tenue pour... Ça protège du soleil et... Bonne remarque. C'est vrai. Bon après la cape, c'est peut-être pas terrible, effectivement. Tant qu'on se la prend pas dans les crampons, c'est bon. Ok. Donc là c'est l'IGE. Voilà, c'est l'Institut des géosciences de l'environnement. Et donc on est sur le campus de Saint-Martin-d'Air, à proximité de Grenoble. Bon, merci de m'accueillir. Bienvenue. Avec plaisir. L'IGE, c'est un labo public. Il regroupe 9 équipes de recherche en glaciologie, en hydrologie. Dans cette vidéo, on va rencontrer des glaciologues qui étudient l'évolution du climat dans les régions froides, les pôles et les glaciers dont ils essayent de modéliser la dynamique. T'es bienvenue, c'est parti. Merci. Mais il y a aussi d'autres équipes qui étudient les variations du climat dans le passé, notamment en analysant des carottes de glace polaire ou des sédiments marins. Ça, c'est de la paléoclimatologie et je vous l'annonce tout de suite, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Historiquement, il y a eu un laboratoire de glaciologie créé en 1958, le LGGE. Mais l'étude des glaciers avait déjà commencé bien avant. On a eu en France en fait cette fameuse famille Vallot, très connue des chamoniards, voilà, les frères et cousins Vallot qui ont réalisé des cartes, comme on voit aujourd'hui les cartes IGN, mais extrêmement précises du massif du Mont Blanc, donc avec toute par exemple la cartographie des glaciers. Il y a eu cet observatoire Vallot qui a été monté, ce bâtiment en dur, alors,
pas au sommet du Mont Blanc, mais un peu en dessous, qui aujourd'hui du coup appartient au laboratoire. Ils ont fait un tas de mesures sur notamment la mer de glace pour commencer à initier des mesures de vitesse sur la mer de glace. Joseph Vallot peignait des pierres tout simplement, et puis d'année en année, il venait en fait avec un théodolite, tous les instruments de mesure topographique de l'époque venaient repérer en fait le mouvement de ces cailloux. Il venait mesurer le front aussi, donc la position terminale de la mer de glace et d'Argentière et d'autres glaciers. Ce qui fait qu'on a des données, alors pas forcément très continues toujours d'année en année, mais on a des très vieilles séries. Et puis ensuite, les Alpes, il ne faut pas oublier que finalement, un glacier, c'est de l'eau en stock, hein, c'est de la glace, c'est-à-dire de la glace qui potentiellement peut amener de l'eau aux rivières. Et donc très vite, en fait, les compagnies hydroélectriques se sont emparées aussi de ces mesures sur les glaciers pour se dire que potentiellement, il y avait un intérêt à suivre ces glaciers pour voir quelle quantité d'eau pouvait être amenée dans les barrages, etc. Donc on a commencé avec les services de l'État, tels que les eaux et forêts, etc., au début du siècle, et puis ensuite un peu plus loin avec EDF, qui ont pris des mesures bien avant les années 50, le laboratoire de glaciologie. Alors on a vu les pionniers du domaine. Maintenant, qui sont les glaciologues d'aujourd'hui? La glaciologie, elle s'appuie sur beaucoup de disciplines, mais quand même essentiellement sur la physique. Donc le mieux, c'est de faire des études qui sont en lien avec la physique de l'atmosphère, de l'océan, donc globalement tout ce qu'on appelle géophysique de l'environnement. J'aime bien le côté intellectuel de la recherche, et puis j'aime bien aussi passer du temps dehors, et je pense aussi ça donne vraiment une meilleure intuition des processus, le fait de pouvoir voir les glaciers, donc que ce soit dans les Alpes ou au Népal. Alors je travaille principalement depuis une quinzaine d'années en Antarctique. J'ai aussi développé des réseaux de mesure sur Kerguelen, où le changement climatique est quand même assez impactant. Et je travaille spécifiquement sur le bilan de masse de surface des grandes calottes, principalement en Antarctique. Moi j'ai toujours aimé travailler sur le terrain, beaucoup travaillé dans les Alpes, beaucoup en Himalaya. J'ai même vécu 4 ans au Népal pour former des gens et être relativement proche de mon terrain d'études. J'appartiens à l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement qui a toujours un aspect recherche mais un aspect opérationnel. Et les glaciers c'est des ressources en eau. Donc j'ai beaucoup travaillé en la relation avec le débit des rivières, l'utilisation de l'eau en aval des glaciers. Tout le monde peut être glaciologue au démarrage parce qu'aujourd'hui on n'est plus des Scott ou des Amundsen, on ne part pas avec des chiens de traîneau ou des poneys qui meurent de transpiration et donc on ne finit pas mort dans sa tente comme Scott parce que les conditions sont extrêmes et nous aujourd'hui on a des moyens de se protéger de ça. Donc tout le monde peut faire glaciologue parce qu'aujourd'hui c'est pas difficile de partir dans ces secteurs-là. Par contre, pour partir, il faut se rendre compte qu'on part 3 mois et qu'on va laisser des choses à côté. On laisse sa famille, ses enfants. Moi, laisser mes enfants chaque année 3 mois, c'est un déchirement à chaque fois, c'est extrêmement difficile. Et moi, si j'arrive à le faire, c'est que je sais pourquoi je pars. Au niveau scientifique, je sais pourquoi je pars. J'essaye de comprendre un processus qui est en cours et ses impacts sur la zone. Bon, à présent qu'on s'est présenté et qu'on a brisé la glace, il est temps de parler de la manière dont on suit l'évolution des glaciers. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors le suivi des glaciers, c'est quelque chose qui a été initié au XXe siècle, d'abord dans les Alpes. Et c'est quelque chose avec des mesures qui sont extrêmement basiques, qu'on a reproduit dans plein de chaînes de montagnes dans le monde entier. Donc on n'a rien inventé là-dedans. C'est plus nos prédécesseurs qui ont inventé cette façon de suivre les glaciers. On appelle ça le bilan de masse du glacier. C'est un peu le degré de santé de ce glacier à un instant, sur une période de temps donnée. Tenez, avant que les glaciologues vous l'expliquent en détail, essayez de deviner en quoi ça consiste ce fameux bilan de masse du glacier sur une période donnée. Qu'est-ce que ça peut être, un bilan de masse qui donne l'état de santé du glacier? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à la question. Et faites pause si vous avez besoin de plus de temps. Si vous aviez été glaciologue, face à ce glacier, qu'est-ce que vous auriez cherché? Bon, c'est facile.
bilan de masse sur une période de temps donnée, on s'intéresse à la masse du glacier et on fait le bilan. Est-ce que depuis la dernière fois qu'on l'a mesuré, le glacier a pris de la masse ou est-ce qu'il en a plutôt perdu? Et de période en période, comme ça, on voit s'il a tendance à grossir ou à diminuer. Bon, si déjà vous aviez pensé simplement à ça, ben c'est bon, vous gagnez un glaçon. Profitez, parce que évidemment le niveau va monter un peu au fil de la vidéo. Donc le suivi des glaciers, c'est un bilan de masse, c'est-à-dire le gain ou la perte de masse. Et cette façon de suivre les glaciers, c'est à plusieurs altitudes, dans plusieurs points du glacier, on essaie de quadriller le glacier le mieux possible, d'implanter des jalons à l'intérieur du glacier, donc en bois, en Himalaya, c'est des jalons qui sont en bambou. Et on revient 6 mois plus tard, on revient 1 an après, et on mesure l'émergence de ce jalon. La différence d'émergence nous donne directement la perte de masse qui a eu lieu à cet endroit-là. Et dans la zone d'accumulation, donc la zone où le glacier est plus haut en altitude gagne de la masse par les accumulations de neige, saison après saison. Donc on fait des carottages manuels, on mesure la densité. Donc en plein point du glacier, on mesure l'accumulation de neige. Et on fait une moyenne pondérée en fonction de la surface de tous ces points qu'on a distribués le mieux possible sur l'ensemble de la surface du glacier. Et de là, on détermine le gain ou la perte de masse sur l'ensemble du glacier, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre. On appelle ça le bilan de masse du glacier. Donc on fait un bilan comptable des entrées et des sorties, comme votre compte en banque. Nous, glaciologues, on travaille en année hydrologique, c'est-à-dire qu'en fait, on va calculer les bilans du mois d'octobre au mois d'octobre de l'année d'après, parce qu'en fait, on attend qu'il n'y ait plus de fonte, et on fait les mesures avant que le glacier entre dans sa période d'accumulation. Au printemps, on réalise une mesure au printemps de toutes les épaisseurs de neige du glacier. Ça nous donne son stock hivernal. Et ensuite, en fait, au cours de l'été, tous les mois, on y retourne et on va mesurer finalement la perte de neige de notre glacier. Et puis, quand le glacier se déneige, la perte de glace qui est en dessous. Et ça nous permet finalement d'affiner énormément le lien que le glacier a avec on va dire la météorologie pour le coup du lieu, et de voir comme ça le lien avec le rayonnement, avec la nébulosité, le lien avec l'humidité, le lien avec la température, avec le vent, etc. Et de vraiment, si on regarde la fonte au cours de l'été, vraiment déterminer comment et pourquoi est-ce que les glaciers fondent en lien avec les paramètres atmosphériques. C'est des mesures qui sont difficiles à acquérir parce qu'il faut quand même y aller régulièrement, etc., de façon très routinière. Mais elles ont une vraie valeur à nouveau en tant que sentinelle, voilà, du changement climatique. On a ces observations, toujours les mêmes, au même endroit depuis des décennies, et on a ainsi l'évolution globale du glacier et un vrai signal du coup climatique en haute montagne. Ce sont des protocoles qui sont répétés sur pas mal de glaciers du monde et qui sont sur des glaciers qui sont sélectionnés, représentatifs de chaînes de montagnes et de climats variés. C'est pour ça qu'on fait ça dans les Alpes, on a un climat tempéré, on fait ça en Amérique du Sud, climat tropical, à la fois en Équateur, en Bolivie. On fait ça en Himalaya, qui a un climat plus de mousson, parce qu'il y a toute une partie de la chaîne himalayenne qui est soumise à la mousson. La partie ouest, nord-ouest de la chaîne des hautes montagnes d'Asie est plus soumise aux dépressions d'ouest, comme chez nous. Ce que l'on mesure sur ces glaciers, ce sont des paramètres dont on a absolument besoin si on veut faire de la modélisation, c'est-à-dire des simulations. C'est vraiment des paramètres qu'on doit rentrer dans les équations. Donc finalement, les gens font tous la même chose parce que globalement, si on veut simuler le passé ou le futur d'un glacier, on a besoin de ces critères essentiels, de ces variables essentielles. Alors là, on a parlé de glaciers de montagne, mais il y a aussi les calottes glaciaires qui sont étudiées, notamment par Vincent Favier. Avant de voir avec lui les petites différences dans la manière dont on les suit, je vous propose déjà une petite question pour vérifier que vous êtes au point sur cette notion de calotte. Et peut-être qu'au passage, c'est vous qui allez vous prendre une petite calotte. Donc, qu'est-ce qu'une calotte glaciaire? Une très vaste étendue de glace qui s'est formée sur la mer? Une très vaste étendue de glace qui s'est formée sur de la terre ferme? Une vaste étendue de glace dans le prolongement d'un glacier sur Terre qui flotte sur la mer? Ou un cylindre de glace qu'on extrait du sol pour essayer d'y déchiffrer le climat passé. Eh bien, une calotte glaciaire, c'est une étendue de glace formée sur de la terre ferme. Un glaçon pour vous si vous aviez trouvé cette bonne réponse.
Donc c'est un glacier beaucoup plus vaste qu'un glacier de montagne tel que ceux qu'on avait vus. En général, jusqu'à 50 000 km² de surface, on parle de calotte glaciaire, et puis au-delà, pour les très grandes calottes, on utilise même le terme d'inlandsisme. Mais là, il n'y en a que deux, ce sont les deux grandes calottes polaires, au Groenland et en Antarctique. Et quant au reste là, alors évidemment, les cylindres de glace extraits du sol, si vous aviez choisi cette réponse-là, il faut songer à vous faire vérifier l'audition, parce que ça, ce sont les carottes glaciaires. La vaste étendue de glace qui s'est formée sur la mer, ça c'est ce qu'on appelle de la banquise, et la vaste étendue de glace qui flotte sur la mer en prolongement d'un glacier sur la Terre, eh bien ça c'est ce qu'on appelle une plateforme de glace, ice shelf en anglais, et c'est ce qu'on trouve dans le prolongement d'une calotte lorsque la calotte atteint la mer et que le bord de la calotte flotte. Et sinon, il peut y avoir aussi des bouts de glace qui se détachent du glacier. Ça, c'est ce qu'on appelle le vélage. Donc, quand la calotte va véler, et ça va former des icebergs qui vont flotter. La différence entre une calotte polaire et un glacier de montagne, c'est que les calottes polaires sont tellement grandes qu'elles arrivent jusqu'à l'océan. Un glacier de montagne ne va pas véler ou rarement véler dans un lac et ne va pas ou très rarement véler jusqu'à la mer. Donc, il n'a pas de partie flottante. Et cette partie flottante est fondamentale sur les calottes puisque comme la glace se met à flotter, il y a un moment où elle va être arrachée et ça constitue le gros des pertes de masse d'Antarctique. En Antarctique, on gagne par la surface, par les précipitations. Il y a tellement de gains qu'il y a peu de pertes parce qu'il y a peu de fonte, que ce bilan est positif. Le bilan de masse de surface de l'Antarctique est positif parce qu'il neige énormément, il y a très peu de fonte. Donc la glace qui s'accumule va finir par descendre jusqu'à l'océan et les pertes vont se faire par largage d'iceberg au niveau des océans. Donc ce qu'on mesure principalement en Antarctique, c'est de l'accumulation de neige. Alors on fait comme dans les Alpes, piquer dans la glace, des carottages à côté, et après ça, on étend ça sur de très grandes distances, parce que l'Antarctique, il faut bien vous dire que ça fait 25 fois la France, c'est gigantesque. Et on ne peut pas tout documenter. Donc nous on fait ça sur ce qu'on appelle un raid, on fait ça sur 150 km, et à partir de ces mesures-là, qu'on effectue à peu près tous les kilomètres, on arrive à régionaliser dans la zone d'étude notre bilan de masse de surface et on utilise ça pour valider des modèles de façon à extrapoler à l'échelle du continent. Ça fait toujours rêver quand on parle des expéditions alors dans les Alpes ou à l'autre bout du monde, mais quand même l'essentiel du travail c'est de travailler sur les données, sur les modèles derrière l'ordinateur, quoi. Donc il faut vraiment avoir un goût pour l'exercice intellectuel, pour les défis de code, de mise en équation et tout ça, quoi. C'est quand même ça le cœur du métier, quoi. Aïe. Allez. Pardon, j'avais pas coupé le... Allô? Je suis en interview là. Ah, mais t'es avec un glaciérologue? Une glaciologue, oui. Et tu as demandé si elle aime les glaces à l'ail? Non, mais j'ai plein d'autres questions avant. C'est une docteure? Bah oui. Mais demande-y combien elle a de doctorats. C'est bon. Au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas au moins 3 doctorats, 2, bon. Non mais justement, elle a fait comme tous les chercheurs sérieux, elle a un doctorat dans un domaine, et maintenant elle bosse pour faire progresser la recherche dans ce domaine-là. Elle publie dans des revues du domaine, des revues sérieuses, et c'est comme ça que ça marche. Est-ce là au moins un prix Nobel ou quelque chose? Non mais l'argument d'autorité maintenant, bah tiens, je te le retourne. T'en as combien toi des doctorats? Bah 0. Oui, voilà, donc tu connais rien au monde de la recherche et à la manière dont ça fonctionne. Ce qui est le meilleur moyen pour te faire avoir par des faux arguments, genre le nombre de doctorats. Bon, mais donc... demande-y quand même, hein, pour les glaces au Roquefort. J'en ai même vu au lard fumé, dis donc. Oui, ben allez, merci et bonne journée. Allez, à bientôt. Désolé, c'est vraiment un clown, là, on touche le fond. Ça existe vraiment, ça, les glaces au lard fumé? Oui, j'en ai déjà vu, j'ai déjà vu que ça se vendait. J'ai pas encore essayé, mais pourquoi pas. Ok, bon. Désolé pour cette interruption. Donc, oui, avant d'aborder tout ce qui est mesures géodésiques dans la deuxième partie de la vidéo, ça aurait quand même été super intéressant d'aller voir sur le terrain toutes ces mesures dites glaciologiques dont on a parlé. On va aller sur le glacier de Saint-Sorlin la semaine prochaine. Donc, si tu veux te joindre à nous, tu peux nous rejoindre à la cabane des glaciologues, au pied du glacier, lundi à 10h. 10h, ok. Alors, le glacier de Saint-Sorlin, il se situe dans les Alpes françaises, en Savoie, au-dessus de la commune de Saint-Sorlin-d'Arves, d'où il tire son nom. Bon, j'ai un peu fait le malin, comme si c'était évident de retrouver l'équipe à 10h au pied du glacier, mais quand j'ai regardé sur les cartes, je me suis dit que quand même, pour y être à l'heure, il allait falloir pas trop traîner en route. En partant du col de la Croix de Fer, qui est à 2000 mètres d'altitude, pour monter au glacier, il y a plus de 8 km de marche. Ça promet d'être une super balade, mais dès le départ, il y a un gros dénivelé.
Ensuite, ça grimpe point, mais il y a une bonne trotte. Il faut longer le lac Bramant, le lac Blanc, le lac Tournant, tracer dans les pierres, et là, si tout va bien, on arrive à cette fameuse cabane des glaciologues pour aller crapahuter sur le glacier, et au retour, tout ça dans la journée, va falloir être en forme. C'est magnifique, non? Ok. Quiconque a fait de la randonnée sans être hyper expérimenté connaît ce moment où on commence à photographier une plante, un champignon, un rocher qui mousse, à peu près n'importe quoi pour faire une pause. Oh, attendez, là c'est magnifique, là. Ouais, ok. Je suis arrivé sur le glacier, au pied du glacier de Saint-Sorlin, et je suis auprès donc de Fanny, à la cabane des glaciologues. Bonjour. On est à quelle altitude là? C'est très haut quand même. On n'est pas très très haut, on est à 2700 mètres d'altitude. Si, en partant d'en bas, c'est haut quand même. Oui, en partant d'en bas, c'est haut, et surtout c'est loin. Et alors, vous avez une petite cabane. Et oui, donc il y a une cabane qui est fermée, hein, donc c'est pas un refuge, c'est une cabane qu'on utilise nous. Et donc elle nous sert à stocker, donc elle nous sert un peu de lieu de vie parce qu'en fait on fait une partie des missions de terrain souvent sur 2 jours, donc on dort dans la cabane. Donc il y a de quoi faire à manger, il y a de quoi dormir. Oui, c'est assise, c'est un peu serré, ouais. Un peu de vaisselle, et puis on a un peu de matériel technique, donc on a les crampons et baudriers qui normalement sont là mais qu'on a sortis dehors pour aller s'équiper. On a des skis de secours si on n'a pas monté nos skis et qu'il y a de la neige sur le glacier. Et puis on a tout un ensemble de matériel un peu plus technique qui nous sert pour le glacier. Donc ça c'est les tubes colorés, enfin les bâtons colorés, on va aller les voir plus tard sur le glacier. Donc c'est ce qu'on appelle des balises. Donc en fait là on a 5 jalons de bois qui font 2 mètres chacun et puis qui sont attachés ensemble par des chaînettes. Et donc en fait, nous, ces jalons, on va les insérer dans la glace, alors soit avec une foreuse à vapeur qu'on voit là, soit avec une foreuse mécanique, donc une tarière qui nous permet de forer la glace. Et donc en fait, on insère ces jalons à 10 mètres de profondeur dans la glace, et puis on vient mesurer de combien ils émergent à chaque visite. Et donc ça nous donne vraiment une mesure directe de la fonte du glacier entre nos 2 visites. L'autre instrument qu'on utilise aussi pour la mesure du bilan de masse, donc là il est rangé dans son tube, mais c'est un carottier. Donc en fait, dedans il y a... Donc un carottier, c'est un tube avec des couteaux au bout qui nous permettent d'extraire des carottes. Et donc là, nous, on mesure pas des carottes de glace, en fait, on mesure que des carottes de neige. Et ça nous sert à mesurer la quantité de neige qui s'est accumulée au cours de l'hiver sur le glacier. Et donc quand vous faites des campagnes de mesure là, sur le glacier, vous venez donc pour 2 jours Souvent 2 jours. Alors on peut venir à la journée aussi, mais en fait à la journée c'est quand même assez exigeant physiquement, hein, parce que
Là, on est quand même à plusieurs heures de marche du parking. Et donc, en fait, c'est faisable, mais ça nous fait des grosses journées de travail. En fait, en général, on préfère venir sur 2 jours et rester dormir ici la nuit. C'est vrai qu'en plus, c'est sympa, on a un cadre assez exceptionnel. On a une belle vue sur le Mont Blanc, sur les aiguilles d'Arves. C'est quand même, en général, c'est quand même des belles soirées entre collègues, quoi. C'est un à côté sympa vraiment du métier. Là, on est vraiment dans une ambiance de montagne. Et donc, en fait, on passe des soirées très sympas, quoi. Là, on a quand même... En plus, on a de quoi faire à manger, donc ça reste assez sommaire, hein. On fait des pâtes avec une conserve de légumes, mais c'est vrai qu'on passe vraiment des bons moments. Et puis, en fait, pour nous, c'est assez important aussi, parce que quand on est sur le terrain, c'est aussi des moments où on apprend vraiment à connaître nos collègues. Parce que quand on se fréquente au laboratoire, on travaille ensemble, mais en fait... on se voit sur des horaires de bureau, quoi, alors que là, on vit des aventures qui, humainement, sont quand même vraiment plus fortes et plus impliquantes, quoi. Moi, je travaille beaucoup en Asie, et en particulier au Népal. Et donc, c'est vrai qu'au Népal, c'est des missions qui sont plus compliquées parce qu'on est plus isolé. Là, c'est vrai que, quelque part, le cadre, il est assez sympa, hein. On est en plein été dans les Alpes, on est en épisode de canicule. On sait que la météo est stable pour les jours à venir, donc on n'est pas inquiet. On est sur un glacier qu'on connaît bien, donc là c'est des choses qui sont qui sont quand même bien contrôlées. Après, quand on part au Népal, en fait la mission elle dure beaucoup plus longtemps. On part pour 1 mois, donc après il y a plein d'autres aspects à gérer. On est en groupe, on a chacun peu de moments à soi parce que en fait le travail il nous occupe pas mal et puis on a très peu de confort, donc en fait c'est vrai qu'on passe 1 mois sans être jamais vraiment bien installé, on est loin de ses proches et tout ça, donc ça c'est vraiment des aspects qui sont plus compliqués à gérer que une mission là sur 2 jours qui est quand même vraiment, c'est vraiment beaucoup de plaisir et on a de la chance en fait quand on fait ce travail de glaciologue de pouvoir aussi aller sur le terrain, on a quand même là on a un bureau qui a une vue assez exceptionnelle aujourd'hui, quoi. Toi, si tu regardes la carte, tu es sur ce profil-là. Ouais. Donc c'est le 8. 8, ok. Donc là, je suis allée récupérer le matériel de sécurité sur le glacier. Sur le glacier, donc il y a des crevasses. Les crevasses qui sont dans la glace, elles nous gênent pas forcément parce qu'on les voit et donc on tombe pas dedans. Par contre, là, on va aller sur la partie haute du glacier où il y a encore de la neige. Et donc là, en fait, on voit pas les crevasses. Et donc, c'est important de s'équiper pour enrayer rapidement une chute si elle avait lieu dans une crevasse. Le premier équipement, c'est un baudrier, hein, donc un harnais qu'on enfile et qui va nous servir ensuite à nous encorder avec la corde qu'on voit là. Sur ce harnais, on a un ensemble de matériel un peu technique, hein, donc on a ce qu'on appelle des broches à glace qui vont nous permettre de s'assurer dans la glace si besoin. Et puis on a un système de poulies et de bloqueurs, donc d'autobloquants, qui nous permettent en fait de réaliser ce qu'on appelle des mouflages, donc c'est des techniques d'alpinisme qui permettent de tirer quelqu'un d'une crevasse en démultipliant la force sur la corde. En fait, l'équipement de sécurité le plus important, hein, ça reste les crampons. Donc c'est très important dès qu'on est dans des zones crevassées. C'est le moyen qu'on a vraiment d'enrayer les chutes en crevasse ou sur une pente raide. Tu cherches la rive droite et tu vas vers la rive gauche. Parce qu'en fait, la rive gauche, là, t'es dans les cailloux. Donc, Alors, cette journée de mesure va se faire en 2 équipes. D'un côté, Delphine et Marion vont aller sur la partie qu'on voit à gauche, ici, qui est plus accessible que le haut du glacier, et donc pour ma part, n'ayant pas l'équipement ni les techniques nécessaires pour aller affronter les crevasses sous la neige, c'est cette équipe que je vais suivre. Et la seconde équipe, de Fanny et Audrey, ira sur la partie haute. Ce glacier de Saint-Sorlin, il est sur le versant est du pic de l'Étendard, qu'on voit là, dans le massif des Grandes Rousses. C'est un glacier qui se fractionne au fil du temps en plusieurs parties. À son pied, il y a un petit lac proglaciaire, mais pas profond, et qui ne présente pas de risque pour la vallée. On estime qu'au centre, il reste environ 60 mètres de glace en 2023. Auparavant, évidemment, il était beaucoup plus conséquent. Regarde, on voit au loin un rognon jaune. On va prendre ce rognon jaune. Juste en dessous, il y a un espèce de trait gris à l'horizontale. Ça, c'était le glacier en 1984. C'était sa réavancée des années 80. Donc en fait, on sortait de la cabane et le glacier, il était là-bas. Donc le glacier a reculé de 300 mètres, puis surtout on a énormément perdu en épaisseur en fait.
Faisons d'abord un peu connaissance avec Delphine et Marion, qu'on va suivre durant cette journée de mesure sur le glacier. Alors moi, mon travail il est essentiellement axé sur les Alpes. Ceci dit, donc on surveille plusieurs glaciers dans les Alpes françaises. Je suis aussi la responsable de ce qu'on appelle l'Observatoire Glacioclim, qui est un réseau qui suit des glaciers dans les Alpes, en Himalaya, dans les Andes et en Antarctique, donc sur ces 4 régions du monde. Ce qui fait que j'ai eu la chance du coup d'aller aussi dans les autres régions, voilà, pour aider les collègues, mais plus spécifiquement au niveau de la mesure, enfin responsable de la mesure, de la diffusion des données, du traitement des données et tout. Effectivement, je me concentre sur les glaciers des Alpes. Voilà. Moi, un petit peu comme Delphine, je m'intéresse au bilan de masse des glaciers, donc un peu à l'état de santé des glaciers et donc tout ce qui se passe au niveau de la surface et des interactions entre l'atmosphère et la surface des glaciers. Et je me suis récemment plutôt focalisée sur les glaciers andins, donc sur la cordillère des Andes. Voilà. Je pense que réellement j'ai toujours aimé la montagne, mais la nature et la montagne, ça c'est sûr. Et un moment peut-être qui a été très marquant pour moi, je me souviens d'avoir assisté à une conférence de Claude Lorius, qui était venu avec Jean-Louis Etienne, quand Jean-Louis Etienne revenait de sa Transantarctica, donc son grand voyage en Antarctique. Il avait fait une conférence avec Jean-Louis Etienne là sur Grenoble. Et ces 2 hommes-là m'avaient marqué, je pense, mais j'étais encore au lycée. Voilà. Et je me suis dit, mais cette découverte voilà, de monde, l'Antarctique était un monde pour moi qui semblait complètement inaccessible, comme pour beaucoup de gens d'ailleurs. Et voilà, donc ça m'a marqué. Et puis après, je sais pas, voilà, j'ai fait des études de physique classique. Et je suis arrivée par la petite porte au laboratoire à l'époque où effectivement il n'y avait pas encore vraiment d'études de glaciologie ou de climat telles qu'elles existent aujourd'hui à l'université, notamment à Grenoble. Ah, qu'est-ce qui est... Ouais. Dis donc, tu m'avais pas dit que c'était aujourd'hui la sortie sur le terrain? Hein? Parce qu'à la mer de glace, j'y suis, y a personne. Non, mais j'ai rien dit, hein. Si, quand j'ai appelé pour savoir pour venir, tu m'as dit mer de glace. J'ai pas dit glace. Bon, bah du coup, je m'en vais redescendre alors. Prendre le petit train. Alors là, c'est toujours Le moment stressant. La toute première étape consiste à se rendre sous le front du glacier pour installer du matériel de mesure. Parce que Delphine et Marion vont utiliser un GPS différentiel. Lui, il va rester quand même une sacrée paire d'heures tout seul. Donc il faut qu'il soit bien stable. Donc là, l'idée, c'est que les positions que vous allez prendre par la suite sont mesurées par rapport à celle-ci. Exactement. Ça, c'est la base qui est fixe, qui est extrêmement bien positionnée, bien connue. Et après, on est en ce qu'on appelle en différentiel, c'est-à-dire chacune des mesures qu'on va faire sur le glacier, elle vient se calculer par rapport à ici, en différence par rapport à celle-ci. Alors, ce GPS différentiel, il est intéressant parce qu'il permet une très grande précision par rapport au GPS classique. Petit rappel vite fait sur la manière dont fonctionne le GPS. C'est un positionnement par satellite. Donc pour ce réseau GPS, il y a une constellation de 24 satellites qui tournent, répartis tout autour du globe, et qui envoient des signaux, avec notamment l'heure très précise à laquelle ils envoient chaque signal. Et vous, sur Terre, pour déterminer votre position, il suffit que votre récepteur, donc par exemple votre téléphone, capte les signaux de 3 satellites, ce qui du coup peut aller assez vite. Alors comment ça se passe? Il calcule sa distance par rapport à chaque satellite, en fonction du temps qu'a mis le signal pour lui parvenir du satellite, puisque avec l'heure dans le signal, il sait quand le signal est parti, et du coup le récepteur il détermine comme ça la zone où il doit se trouver par recoupement avec les positions des différents satellites. Mais avec juste 3 satellites, on sait que ça va pas être hyper précis. Il peut y avoir plein d'erreurs. Des choses qui brouillent la réception du signal, des obstacles au niveau du sol, ou juste des effets atmosphériques. Enfin bref, on n'a qu'une précision de 10 à 15 mètres. C'est pas suffisant pour ce qu'on veut mesurer ici. Alors, avec ce GPS différentiel, qu'on voit aussi utilisé sur des chantiers par des géomètres, la méthode, c'est de d'abord installer une base qui va rester fixe. Et elle, on lui laisse bien le temps de déterminer sa position exacte en prenant le signal d'un grand nombre de satellites et en éliminant petit à petit les erreurs de mesure. GDOP, c'est bon, il voit 14 satellites. Alors, évidemment, c'est long à faire, là ça a pris 20 bonnes minutes, mais là du coup, on a une position très précise, c'est de l'ordre de quelques centimètres, en longitude, latitude et altitude aussi. Et maintenant, on va se balader avec cette canne, au bout de laquelle il y a une antenne, un câble qui va jusqu'à un boîtier récepteur d'acquisition du GPS. Et à partir de là, pour avoir la position exacte d'un autre point sur le glacier, il va suffire d'y amener la canne. Et le système va alors calculer l'écart entre la position de la base et celle de la canne.
la correction différentielle en fait, notamment en tenant compte des erreurs sur la position de la canne. Et à partir de là, il va déduire des coordonnées très précises du point qui est sous la canne. X, Y et même son altitude ici, ça va être super intéressant pour mesurer les variations de hauteur sur le glacier. Allez, donc là on va arpenter, on va dire, tout le glacier, relever chacun des points de mesure, des balises qu'on a et faire nos relevés GPS. J'ai toujours l'impression de faire une procession avec ma canne. Et voilà donc le sens de cette étrange procession sur le glacier. Vu de loin, le glacier, c'est un bloc de glace figé. Mais une fois qu'on est dessus, en plein été, c'est différent. On entend de l'eau. Et quand on regarde le sol de près, on la voit qui s'écoule. On voit aussi de la lumière qui passe sous les pierres. Alors maintenant, quelle position on va aller chercher sur le glacier? D'abord, vous vous souvenez, ces fameuses balises dont Fanny nous avait parlé. Là, on a une vingtaine de points comme ça, partout sur le glacier, un peu plus même. Attends, on va passer la baie d'Hyères. C'est la 16. Ici, on est dans une zone où il y a vachement de cailloux. Et j'ai un très beau souvenir que celle-ci, on a fait 4 trous avant de réussir à la planter. On n'arrivait pas à la mettre. 16-22 jaune. Plus 153 glace. Merci. « 31-22 » 31-22. Merci. Malheureusement, celle-ci, elle passera pas l'été prochain. Puisqu'elle est déjà dans le rouge, qui est le dernier jalon. Donc bon, il lui reste... bon, il aurait fallu la replanter, quoi. Alors, tenez, on va prendre le temps de se poser une nouvelle petite question. Là, on a bien mesuré au GPS la position à laquelle se trouve la balise. On a donc sa longitude X, sa latitude Y précise, au centimètre près. Et on constate qu'il y a 4 bâtons hors de la glace, le bleu, le noir, le vert, le jaune et 20 cm du bâton rouge. À partir de ces informations, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la hauteur de glace qui a été perdue par la fonte à cet endroit très précis du glacier? Donc à ces coordonnées XY, là, longitude, latitude, quelle hauteur de glace perdue depuis la mise en place de la balise? Alors je vous donne plusieurs propositions pour vous aider. Est-ce qu'à cet endroit, on a perdu 6,20 m de glace? Est-ce qu'on a perdu 7,80 m de glace? Est-ce qu'on a perdu 8,20 m de glace? Ou bien, on ne peut pas savoir. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Eh bien, avec juste les mesures qu'on évoquait là, non, on ne peut pas savoir la hauteur de glace qui a été perdue à cet endroit très précis du glacier. Un glaçon pour vous, donc, si vous aviez répondu, on ne peut pas savoir. Et pourquoi? Eh bien parce que l'info que nous donnent ces bâtons de la balise qui émerge, c'est la hauteur de glace fondue au niveau de cette balise. Mais attention, on l'a bien dit au début, la glace sur le glacier, elle bouge, elle descend. Et donc, la balise, elle a bougé depuis qu'on l'a installée. Elle est descendue avec le bloc de glace dans lequel elle a été implantée. C'est bien pour ça qu'on a besoin de mesurer sa position au GPS. Et donc, ça nous donne le bilan de cette balise, qui n'est pas tout à fait la même chose que la perte d'épaisseur au même endroit, puisqu'encore une fois, la balise, elle se déplace avec le glacier. Elle a sa propre vitesse, que je viens de mesurer du coup, puisque j'en ai pris la position GPS. Donc, ce qu'on mesure avec la balise, c'est surtout la dynamique du glacier. Maintenant, si on veut savoir quelle est la hauteur de glace perdue à un endroit précis du glacier avec des coordonnées XY, eh bien, il faut faire des mesures de profil. En fait, avec tous les points là qu'on mesure, sur des lignes imaginaires en travers du glacier, toujours les mêmes lignes chaque année, on mesure à quelle altitude on est. Et donc chaque année, on calcule la perte d'épaisseur de glace sur ces lignes imaginaires.
À cet endroit-là, en moyenne, on perd 3 mètres d'épaisseur de glace, quoi, chaque année. Ce profil-là, le problème, c'est qu'on est sur le bas du glacier et il ne fait plus la même longueur qu'avant, puisqu'on arrive dans les cailloux très très vite, en fait. Ces mesures, si on les fait, c'est pour documenter le climat présent. Et donc, comme on le fait depuis des décennies, on documente le climat passé. Et puis, pour pouvoir simuler le climat futur du glacier. On en fait un dernier au bout là-bas ou pas? Ouais. Et pour simuler le futur du glacier, les modèles qui sont développés s'appuient sur toutes ces mesures qu'on a vues et ils les mettent en relation avec les paramètres de la météo. Parce que, à quelques dizaines de mètres de la cabane des glaciologues, il y a une station météo qui recueille en permanence tous ces paramètres. Saint-Sorlin, effectivement, dispose d'une station météorologique. Du coup, on est proche du glacier, donc on a vraiment les paramètres, notamment, on sait que le vent, par exemple, c'est quelque chose qui est très caractéristique d'un site en montagne, hein, d'une vallée à une autre. Les conditions de vent, elles peuvent être très différentes, et le vent est très impactant, finalement, sur tout ce qu'on appelle, nous, les flux turbulents, hein, sur l'évolution de la fonte sur un glacier. Et ça nous permet, finalement, d'affiner énormément le lien que le glacier a avec la météorologie, pour le coup, du lieu, et de voir comme ça le lien avec le rayonnement, avec la nébulosité, le lien avec l'humidité, le lien avec la température, avec le vent, etc. et de vraiment comprendre comment fondent les glaciers. La première étude qu'on a faite de simulation future du glacier, on l'avait fait en 2007. À l'époque, donc avec les bilans qui existaient sur ce glacier, on annonçait la fin de Saint-Sorlin avec nos simulations pour à peu près 2080. Et puis là, on l'a refait l'an dernier, mais avec la tendance des 20 dernières années et en prolongeant un peu cette tendance à venir. Et là, en fait, la disparition de Saint-Sorlin, c'est plutôt 2050 plutôt que 2080. Typiquement, quand on avait fait les simulations en 2007, la séparation de la pente de l'étendard avec le reste du glacier, elle était beaucoup plus tardive puisqu'elle était annoncée à peu près pour 2040. Là, tu vois, on est en 2023, ça a eu lieu l'an dernier, en 2022. Donc cette pente de l'étendard maintenant du coup ne va plus alimenter la branche principale du glacier, donc ça va être encore moins d'apport de glace sur ce glacier. Et donc il va rester que cette grosse branche là qui descend depuis le col des Kirli jusqu'en bas, jusqu'au front. Et donc globalement effectivement c'est plutôt de l'ordre de 2050 plutôt que 2080. Ouais. La campagne de mesure se poursuit. Tout là-haut, Delphine et Marion sont partis relever des balises et de l'autre côté, Fanny et Audrey font de même. Et quant à moi, eh bien, je vais rentrer parce que moi, je ne dors pas ce soir dans la cabane des glaciologues et j'ai encore pas mal de trajets. Comme qui dirait, un problème de combi. Problème de combi? Non, c'est sur le glacier. Bon, j'ai voulu faire un petit point. Au moment de me relever, dis donc, la combi est restée collée. Ah oui, peut-être avec la transpiration, effectivement, ça a pu geler et au moment où tu as voulu te relever, bon, ça, il suffit de forcer un peu et puis tu te relèves, non? Non, mais toute la combi, hein. C'est-à-dire, je l'ai laissée sur place, là, mais j'ai plus que la cape. Pour ça, j'ai pas pu prendre le petit train. Comment ça, toute la combi? Ça doit être encore un sacré point, ça. Ah, et toi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Ah non, ce que je trouve à dire, c'est que tu as bien fait de venir avec nous. Et comment? Toi, t'aurais pas moyen de venir me rechercher? Je t'entends plus. Tu dois passer dans un tunnel, non? C'est-à-dire non, j'ai pas l'impression. Si, vérifie que tu passes pas dans un tunnel, là, quand même. Non. Allô, je t'entends plus. Après la campagne de mesure, les données sont analysées pour voir ce qu'elles racontent de la santé du glacier. Mais les glaciologues travaillent aussi à partir de toute autre mesure que ces fameuses mesures sur site qu'on est allé observer à Saint-Sorlin. Ces mesures de terrain, elles sont très importantes, mais malgré tous les efforts qu'on fournit, elles restent très très ponctuelles. En fait, il faut y aller régulièrement, donc il faut que ce soit des glaciers qui soient accessibles. Par exemple, au Népal, nous, pour aller sur le glacier sur lequel on travaille, il y a 1 semaine de trek pour arriver sur le glacier. Donc ça fait qu'il y a vraiment un biais de sélection vers des glaciers accessibles.
Donc c'est des glaciers plutôt proches, pas trop raides, et on veut aussi qu'ils soient pas trop grands, parce que s'ils sont trop grands, au bout d'un moment, en fait, on peut pas les parcourir dans leur intégralité à pied. Alors globalement, avec les mesures type celle de Saint-Sorlin, c'est-à-dire très en routine, on a 5 glaciers dans les Alpes françaises qui sont suivis. Donc le glacier blanc dans les Écrins, Saint-Sorlin dans le massif des Grandes Rousses, Gébrula dans le massif de la Vanoise et Mer de Glace et Argentière dans le massif du Mont Blanc. On a comme ça des tailles différentes, des orientations différentes, des pentes différentes. Tous ne perdent pas la même quantité de masse en fonction de leur taille, en fonction de leur orientation. Entre un glacier plein sud et un glacier plein nord, par exemple, ils ne perdent pas la même quantité de glace chaque année, mais s'il y en a un qui perd, l'autre va perdre. Et c'est ce qu'on observe, nous, c'est qu'effectivement, sur ces 5 glaciers, ils ont le même signal climatique. Et puis, du coup, après, ce que l'on fait, si on veut avoir une vision globale de ce qui se passe à l'échelle des Alpes ou même l'échelle de la Terre entière, c'est qu'on a heureusement aujourd'hui les outils satellites. Les images satellites sont maintenant, depuis les années 2000, d'une résolution suffisante pour avoir une cartographie très précise de la surface. On fait ça à des espaces de temps tous les 5 ans ou 10 ans. Donc du coup, c'est des mesures qui sont extrêmement complémentaires. Autant les mesures de terrain nous donnent de façon très précise l'évolution du glacier à une temporalité de la saison ou de l'année, donc seulement sur un glacier ou quelques glaciers d'une région. Mais autant les images satellites nous donnent une information sur l'ensemble de la région, sur tous les glaciers de la région. Donc c'est très complémentaire. Par contre, avec une temporalité moindre par rapport à ce qu'on a sur le glacier. En glaciologie, on s'appuie sur des capteurs qui mesurent des choses très différentes. Les capteurs les plus simples qu'on utilise, c'est beaucoup de capteurs qui ont été lancés à partir des années 70. Et ces satellites, ils font des photos de la surface de la Terre. Ça a vraiment permis de compléter la cartographie des glaciers sur la Terre entière. Et donc ça, c'est des données dont on dispose depuis environ une dizaine d'années à peine. Il faut imaginer que c'est quand même assez récent. Donc en fait, en gros, depuis le début des années 2000, on mesure assez bien les surfaces des glaciers. Et aussi, après, l'application suivante, c'est de mesurer les changements de surface de ces glaciers. Donc c'est grâce à ces images qu'on a pu documenter des retraits généralisés de glaciers à l'échelle globale. Et cette information-là, elle est intéressante, mais nous, il y a des informations qui nous intéressent beaucoup plus, qui vont être les changements de masse des glaciers. Et donc là, en fait, on va avoir 3 familles de capteurs qui vont pouvoir nous aider à faire ces mesures. Alors attendez, c'est peut-être le moment de faire une petite pause. Une question pour vous qui regardez. Maintenant que vous avez un peu compris ce qu'on mesure en glaciologie, après avoir été sur le glacier, essayez de vous mettre un instant dans la peau d'un ou d'une glaciologue. Mettez un bonnet, si ça peut vous aider. Vous voulez étudier des glaciers auxquels vous n'avez pas accès à pied. Alors vous allez avoir besoin de quel type de mesures qui pourraient être prises par des satellites, autres que les simples photos en lumière visible dont on a parlé. Fanny nous annonce 3 types de mesures qu'elle utilise. Essayez d'en deviner au moins 2. Vous pouvez faire pause, au besoin. Bon, vous avez peut-être trouvé quelques idées, on va voir si elles sont bonnes. Il vous en faut 2 pour remporter le glaçon. Et vous pouvez enlever votre bonnet, pour ceux qui avaient mis un bonnet, là va falloir bien laisser se rafraîchir les neurones parce que peut-être ça va chauffer un peu. Donc, il y a 3 familles de capteurs sur les satellites utilisés pour mesurer les changements de masse des glaciers. La première famille de capteurs, elle reste en fait assez proche de celle des capteurs qui font des images simples. On a des capteurs qui vont faire des images optiques, mais avec des capacités stéréo, donc avec des capacités stéréoscopiques. Donc en fait, le principe est assez simple, c'est que le satellite, quand il passe au-dessus du glacier, il fait 2 images avec des angles un peu différents. Et donc une fois qu'on a des images stéréo répétées, on suit l'évolution de l'altitude des glaciers. Et donc à partir de ces changements d'altitude, on peut déduire leur changement de volume, parce qu'on connaît leur localisation. Et à partir de leur changement de volume, on fait certaines hypothèses, mais on peut déduire leur changement de masse. Et donc ça a permis de faire un état de santé des glaciers, ça a permis de montrer que les pertes de masse, elles accélèrent à l'échelle globale. Parce qu'en fait, sur la période entre 2000 et 2010, les glaciers s'amincissent environ de 4 mètres en moyenne. Et sur la période 2010-2020, ils s'amincissent de 6 mètres en moyenne.
Et quand on s'intéresse aux glaciers, alors plus à l'échelle régionale ou globale, on a 2 autres familles de capteurs qui vont nous aider. Le premier, c'est ce qu'on appelle des altimètres radar. C'est des capteurs qui en fait vont émettre un signal radar et mesurer le retour de ce signal radar. Et la troisième famille de capteurs, c'est une mesure qui est plus directe de la masse, des capteurs qui mesurent les changements dans le champ de gravité de la Terre. Il y a plein de processus qui modifient le champ de gravité, mais en particulier les redistributions de masse, c'est quelque chose qui modifie fortement le champ de gravité. Et donc, en particulier, quand les glaciers perdent de la masse, en fait, on voit un déficit de masse à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'autres phénomènes qui jouent, et donc, en fait, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils s'appuient sur des méthodes très sophistiquées de modélisation des eaux souterraines, de modélisation des eaux de surface, et quelque part, les glaciers, c'est les résidus du signal satellite, moins tout ce qu'on arrive à modéliser, ça nous donne le signal des glaciers. Ok, alors, on fait le point par rapport à la question qui avait été posée. C'était pas si évident de deviner 2 familles de capteurs sur les 3, donc on va vous faire une fleur de glace. On va dire que vous remportez le glaçon même avec une seule. Donc si vous aviez pensé soit aux images stéréoscopiques pour mesurer l'évolution du relief, soit aux mesures d'altitude avec les altimètres, soit au gravimètre. C'est que vous aviez eu une bonne intuition pour faire de la glaciologie. Alors, un point important, c'est que tout ce que publie la communauté des glaciologues est vérifiable, et les données sur lesquelles vous vous basez sont en libre accès. Alors, globalement, quand même, il y a aussi eu la révolution de l'open access dans les sciences de la Terre. La plupart de ces données, elles sont en open access, hein, donc pour l'optique, Aster, c'est en open access. Pour l'altimétrie radar, Cryosat 2, c'est en open access. Et aussi l'altimétrie laser, ISAT 2, c'est en open access. Grace, c'est en open access. Et c'est des données auxquelles tout le monde a accès. Pour les images Pléiades, c'est un peu différent, ça reste un satellite commercial. D'accord, mais donc ça veut dire que potentiellement, vos analyses, elles sont réplicables, non seulement par les autres scientifiques du domaine, mais par tout le monde. Moi qui observe beaucoup ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'y croise régulièrement des gens qui remettent en question les conclusions des scientifiques sur à peu près tout, à partir du moment où c'est lié au climat en fait. Et donc ces gens qui doutent de vos conclusions pourraient aller les vérifier par eux-mêmes en repartant des données, dans l'absolu. En effet, les gens, en fait, ça demande quand même beaucoup de travail de le faire. Hein. Il faut y consacrer beaucoup de temps si on fait ça sur son temps libre, quoi. Parce que nous, c'est quand même un métier, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que de plus en plus, on s'appuie sur des données libres d'accès. Les codes qui nous permettent de les processer, on les publie, on les rend publics. On distribue les produits finaux. Donc actuellement, si vous voulez aller voir de combien s'est épaissi le glacier au fond de votre jardin, en fait, ces données, elles sont disponibles sur Internet, quoi. Donc tout est là, quoi. Et après, pour les gens qui douteraient de nos méthodes, actuellement, notre communauté, elle a fait un gros effort pour comparer les résultats à l'échelle régionale qui proviennent des 3 sources de données différentes. Et en fait, l'accord, il est très très bon, quoi. C'est vraiment des mesures complètement indépendantes qui observent le même signal, quoi. Il y a une grande robustesse de ces résultats, puisqu'on a plusieurs approches qui donnent le même résultat. On a toujours un peu d'incertitude dans le traitement des données. Il y a toujours des progrès à faire, mais c'est vrai que le constat des pertes de masse globales, il est quand même complètement indiscuté. Enfin, il est pas du tout discuté dans la communauté, quoi. On peut avoir des estimations qui diffèrent de 10-20%, mais c'est souvent des accords qui sont bien meilleurs que ça, quoi. Moi, la première chose que je fais quand j'arrive en Antarctique, ça serait plutôt d'essayer de trouver des choses qui me démontrent que la calotte va grossir et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Malheureusement, c'est pas ce qu'on observe. Sur cette chaîne, on a l'habitude de parler des outils et méthodes pour contrer les fakes, et de suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où sur ce sujet, comme cette étude le montre, la polarisation des débats s'accélère à peu près au même rythme que le climat se dérègle. On a donc abordé aussi le sujet de ces sceptiques qui s'expriment sur les réseaux
notamment en rejetant les résultats des scientifiques au motif qu'ils seraient aux ordres du GIEC. Moi, au démarrage, je suis sceptique. Mais sceptique, pas climato-sceptique, je suis scientifique. Et la base de la science, c'est d'être sceptique. C'est-à-dire qu'on a un résultat, on va le confronter par pur désir de vérifier s'il est vrai ou faux. Et même si on a validé le fait que le résultat était vrai, je suis toujours sceptique derrière pour me dire mais non, mais ça ne peut pas être nécessairement ça, il y a nécessairement quelque chose derrière. Et c'est comme ça que va la science, qu'elle évolue. C'est par le scepticisme. Donc le mot climato-sceptique n'est pas adapté. Le problème, c'est que ce n'est pas des climato-sceptiques, ce sont des climato-négationnistes. Aujourd'hui, la science a convergé sur le fait qu'il y avait une augmentation des températures et qu'elle était liée aux effets anthropiques et que ça jouait sur la fonte des glaces. On le sait, mais pas parce qu'on y croit, pas parce que le GIEC nous dit d'y croire. Le GIEC ne nous dit rien. Le GIEC, il lit des publications et il en fait une synthèse. Cette démarche du GIEC qui est quand même extrêmement précise, factuelle, scientifique. Je pense qu'il y a un travail énorme de fourmi qui est fait, qui est une espèce de compilation, de synthèse sur des faits, sur l'état de nos connaissances. Et donc c'est un travail colossal qui est mené, donc, qui est mené par des scientifiques qui sont impliqués dans la construction du rapport, mais ensuite tous les scientifiques, même moi j'ai participé, et tous mes collègues y participent parce qu'on est sollicité pour relire des parties très très spécifiques. C'est pas un énorme boulot pour nous, hein. Globalement tu vas relire 2 pages qui correspondent exactement à ton domaine et tu vas dire voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu es d'accord, et tu as le droit de commenter et chaque commentaire doit être pris en compte. C'est-à-dire que chaque mot globalement est pesé. Donc, et après il y a un consensus qui est trouvé, mais chaque scientifique a le droit de regard, a le droit de dire bah, moi je suis pas totalement d'accord avec ce mot-là, ou vous avez oublié tel truc, ou au contraire c'est une mauvaise interprétation, il faut relire le papier comme il faut, c'est parce que j'ai voulu dire ça. Donc il y a un travail d'analyse et de synthèse qui est fait, qui est remarquable. Et pourtant, le discrédit du GIEC, c'est l'une des ficelles classiques évoquées dans cette étude, qui rappelle que la rhétorique utilisée est la même que pour toute posture anti-système en fait. D'abord, discréditer celui qui parle, citer des sources scientifiques, mais en déformant leurs conclusions ou en oubliant de citer ceux qui les infirment, instiller l'idée qu'il ne peut pas y avoir consensus, puisque tel scientifique a dit un jour qu'il n'était pas d'accord. En général, il s'agit de quelqu'un d'une autre discipline. Réduire le problème à des camps de gentils et de méchants dans lesquels il faudrait se situer, et donc s'insulter copieusement en oubliant le sujet. Refuser d'entendre le problème parce qu'il aurait trop de conséquences, ou parler d'autre chose, genre de son opinion sur ce qu'il faut faire ou pas faire, et là-dessus, cette étude de l'université de Cambridge avait recensé les discours classiques qui incitent à l'inaction. Mais notre rôle n'est pas de dire aux gens faites ci ou faites ça, on est juste des observateurs. Et on essaye de faire un constat et de dire aux gens voilà ce qui se passe. On est reparti en direction du glacier des Bossons. Parce qu'il nous reste à voir des choses. Il y a toute une partie du travail des glaciologues dont on n'a pas encore parlé. Ici, on est sur le flanc gauche du glacier des Bossons. Et là où en 2015, il y avait encore le glacier, aujourd'hui, dans cette cuvette, s'est formé un lac proglaciaire avec les eaux de fonte. Le lac fait encore moins de 20 000 m3, mais il pourrait atteindre les 30 000 d'ici un an. Et le souci, c'est qu'au fond, là-bas, il est bordé par de la glace. Ça, c'est le glacier. On voit que ça brille. Donc potentiellement, ça pourrait lâcher et le lac se viderait d'un coup. Alors des glaciologues ont été contactés par la mairie de Chamonix pour faire une expertise, afin d'évaluer la situation et le danger potentiel pour le village des Bossons qui vit en dessous du glacier. Olivier Gagliardini a participé à l'expertise. Lui, sa spécialité au départ, c'est la modélisation, mais il travaille aussi beaucoup sur la gestion des risques. Là, comme il était reparti pour une mission de longue durée en Finlande, je n'ai pu lui parler qu'en visio.
au Bosson, le lac pourrait se vidanger par dessous le glacier, par un chenal qui va se creuser et qui va s'élargir de plus en plus au fur et à mesure que l'eau circule dans ce chenal. Donc vidanger très rapidement, donc quand on dit très rapidement, c'est en quelques heures ou quelques jours s'il y a vraiment beaucoup d'eau. Devant un glacier, en général, il y a des sédiments, il y a des matériaux morainiques et ça va se transformer en lave torrentielle. Et ça, ce sont des choses qu'on observe avec une grande attention. Historiquement, on a déjà eu de tristes exemples de lave torrentielle, comme celle qui a créé la plus grande catastrophe glaciaire en France, sous le glacier de Tête-Rousse, dans la nuit du 12 juillet 1892. Il y a une énorme poche d'eau qui était contenue dans le glacier qui s'est vidangée en quelques dizaines de minutes ou heures. Elle faisait à peu près 100 000 mètres cubes. Elle a entraîné avec elle à peu près, on va dire, autant de glace, 100 000 mètres cubes de glace. Ça a entraîné derrière plein de sédiments, de rochers, de sable. Et ça fait une énorme lave torrentielle qui est allée en quelques minutes jusqu'au terme de la ville de Saint-Gervais-les-Bains. Et ça a tué 175 personnes dans la vallée. En 2010, on a découvert qu'il y avait une nouvelle poche d'eau. Et on a estimé qu'il y avait 65 000 mètres cubes d'eau, avec des enjeux beaucoup plus importants à l'aval. Donc un risque bien plus important finalement qu'en 1892. Et donc là, il a été décidé de pomper cette eau. On a retiré l'équivalent de 50 000 mètres cubes d'eau. Ça a été repompé en 2011, repompé en 2012. Et aujourd'hui, du coup, le site est toujours sur surveillance. Donc aujourd'hui, sur le glacier des Bossons, on craignait ce risque d'une vidange du lac par-dessous le glacier. Donc les experts ont proposé des travaux à faire qui ont nécessité de monter jusqu'au glacier des Bossons 2 engins adaptés au terrain escarpé, qu'on appelle les pelles araignées, et qui ont donc été héliportés. Ils vont creuser un peu le glacier et donc faire déborder le lac par-dessus le glacier. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Quand le chenal qui va être creusé à la pelle va arriver au niveau du lac, l'eau va commencer à transiter via ce chenal et par échange thermique, elle va inciser le glacier. Et donc ce chenal va s'approfondir tout seul et au fur et à mesure, le lac va se vider. Et ne lésinant devant aucun effort, on remontera bien sûr au Bosson avant la fin de la vidéo pour voir si ça a fonctionné. Donc chaque petit point bleu, en fait, c'est une mesure annuelle du bilan de masse pour Saint-Sorlin depuis 1905. Ce glacier, finalement, revient à un espèce de bout de glace posé, là. Il n'y a quasiment plus de dynamique de la partie haute vers les parties basses. Donc il ne fait que fondre, inexorablement. On voit bien qu'en fait, tous les glaciers ne perdent pas la même quantité de masse. Par contre, ils perdent tous avec le même signal sur l'ensemble de l'arc alpin. Et si tu regardes un peu entre cette pente qui est celle des années 80 et puis cette pente qui est les années 2000, on a vraiment une accélération très marquée en fait de la fonte. Et pour chacun, on retrouve l'année 2022 qui fait vraiment un saut par rapport à 2021. La perte de masse en 2022 pour tous les glaciers, elle est fou. On a une accélération qui est extrêmement rapide et qu'on n'a jamais vécu dans le passé. Donc un réchauffement qui s'accentue. Qui est avec une trajectoire qui est totalement exponentielle. Et ça n'a jamais été vécu dans le passé. Même dans les périodes glaciaires, interglaciaires, ça n'a jamais été vécu. On était sur des échelles de temps qui étaient de l'ordre du millénaire, souvent. Alors que là, on est sur des échelles de temps qui correspondent à quelques dizaines d'années. Donc là, au niveau rapidité du phénomène et accélération du phénomène, c'est quelque chose de totalement inédit. Il y a 2 faits qui m'ont marqué. Le premier, c'est d'aller sur le glacier à Kerguelen, sur la calotte Cook, et de devoir descendre 90 mètres de plus pour aller sur le glacier en 7 ans. Ce qui m'a personnellement bluffé. J'ai trouvé ça complètement incroyable de voir la rapidité du changement, où d'une année sur l'autre, on ne reconnaissait pas le glacier sur lequel on montait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est qu'une année, il y a eu de la pluie à Dumont-d'Urville, ce qui n'arrive quasiment jamais. Or, la faune n'est pas adaptée à ça. Et les petits manchots, les bébés manchots, ont un duvet qui n'est pas étanche avant d'avoir leur plumage pour pouvoir aller dans l'océan. Et il a tellement plu que leur duvet a été humidifié, ils ont perdu toute leur isolation et tous les bébés manchots sont morts. Il n'y a eu aucun succès de reproduction cette année-là. Et ça m'a vraiment frappé parce que je me suis dit qu'effectivement, dans un climat froid, c'est très bien pour eux. Mais dès que le climat se réchauffera de manière radicale, il y a plein d'espèces qui ne seront pas adaptées. Il y a eu des périodes où, notamment l'optimum médiéval, où les glaciers étaient quasiment aussi réduits que maintenant.
Donc entre l'optimum médiéval et ensuite le petit âge glaciaire, ils ont grossi. Donc effectivement, les gens pourraient dire, bah, ils vont grossir de nouveau. Mais en fait, par rapport à l'optimum médiéval, on s'oriente vers une trajectoire où on va vers une réduction encore des glaciers. Donc même si les glaciers actuels ont la même taille que ceux qu'ils avaient dans l'optimum médiéval, de toute façon, on ne pourrait pas évoluer dans une trajectoire similaire à ce qu'ils ont vécu, l'optimum médiéval. C'est-à-dire que nous, on va forcément vers une réduction, puisqu'on continue à réchauffer. On est dans un emballement de la machine lié à nos activités, de toute façon, qui fait que globalement, on n'arrivera pas à revenir sur des climats tels qu'on a pu les connaître sur l'ère quaternaire, qui est les 2 derniers millions d'années. Est-ce que nous, on essaye aujourd'hui, par exemple, là, on a entrepris un exercice qui est de simuler l'évolution des glaciers sur le siècle dernier, s'il n'y avait pas eu l'influence humaine. C'est-à-dire si on n'avait pas mis ces fameux gaz à effet de serre, si on n'avait pas mis tous ces aérosols, etc., sur l'évolution du glacier d'Argentière notamment, où en serait le glacier aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'homme sur Terre. Voilà. Et on s'aperçoit que l'évolution des glaciers est totalement différente. En prenant en compte cette augmentation des gaz à effet de serre qui sont émises par l'activité humaine, on a une trajectoire d'évolution des glaciers qui est totalement différente et qui est même pas recouvrée par nos fourchettes d'incertitude. C'est-à-dire qu'on est absolument certain que la trajectoire d'évolution des glaciers actuels est liée à cette augmentation du gaz à effet de serre qui induit un réchauffement. La fonte des glaciers, en plus des risques très concrets qu'elle présente dans les vallées, dont on a déjà parlé, elle a des conséquences hydrologiques, plus en aval, sur les cours d'eau alimentés par les glaciers, et qui à terme vont se tarir, ce qui va avoir des conséquences sur les écosystèmes, et évidemment sur les populations qui dépendent de ces ressources en eau, notamment pour l'irrigation, par exemple en Inde. En France, ça aura des impacts importants sur un fleuve comme le Rhône, qui jusqu'au lac Léman est alimenté essentiellement par des eaux glaciaires. Des impacts par exemple sur la production d'électricité, que ce soit pour les barrages hydroélectriques ou même pour les centrales nucléaires, tout du long, qui utilisent aussi son eau. Et enfin, plus en aval encore, le plus gros impact de la fonte des glaciers, c'est l'élévation du niveau de la mer. À ce sujet, avant d'en parler avec Vincent Favier, on va se faire une dernière petite question, histoire de vérifier que vous êtes toujours au taquet. Voilà un petit schéma qui résume où se trouve la glace sur notre planète. On va distinguer 5 types de stocks de glace. Les calottes glaciaires, les plateformes de glace, les icebergs, la banquise et les glaciers de montagne. Essayez de les classer en fonction de l'impact qu'ils auront sur le niveau de la mer lorsqu'ils vont fondre. De celui qui va le plus faire monter le niveau de la mer à celui qui va le moins le faire monter. Alors, pour répondre à cette question, il fallait avoir en tête déjà un principe simple. La banquise, par exemple, qui flotte, déplace un volume d'eau équivalent au poids de sa glace. Et donc lorsqu'elle va fondre, le niveau de la mer ne va pas s'élever. On peut faire l'expérience, ça c'est la mer, j'y plonge une banquise, je note le niveau de l'eau, et lorsque la banquise fond, on constate qu'il n'y a pas d'élévation de ce niveau de l'eau. Idem pour les icebergs et idem pour les plateformes de glace qui flottent. Bon, après, dans le détail, ça dépend de la salinité de la glace qui fond par rapport à celle de l'eau dans laquelle elle fond. Et en réalité, ça reste négligeable. Vous avez un article là-dessus dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Par contre, pour les glaciers émergés qui sont sur les terres, donc calottes ou glaciers de montagne, si je refais mon expérience en posant la même quantité de glace que ma banquise de tout à l'heure, mais sur la terre ferme cette fois, et bien là, lorsqu'elle fond, on constate que ça a un impact sur l'élévation du niveau de la mer. Ensuite, pour départager entre les deux, calottes et glaciers de montagne, là, il faut regarder le volume de glace qu'ils représentent. Alors, le stock de glace de l'ensemble des glaciers, qu'ils soient des glaciers de montagne ou des grandes calottes, ont été déjà évalués. On sait qu'à peu près les glaciers de l'ensemble du monde, en dehors du Groenland et de l'Antarctique, ça représente à peu près une 50aine de centimètres d'élévation du niveau des mers. Si on prend le Groenland, c'est à peu près 7 mètres d'augmentation du niveau des mers. Et l'Antarctique, c'est à peu près 57 mètres d'augmentation du niveau des mers. Donc si tout ça fondait, on aurait effectivement une contribution de l'Antarctique complètement phénoménale. Alors c'est pas d'actualité dans le siècle prochain. Donc pour conclure sur notre question, au final il fallait répondre calotte glaciaire, Antarctique et Groenland, puis glacier de montagne, déjà très loin derrière, puis ensuite ce serait plateforme de glace et enfin banquise et iceberg.
Si au moins vous aviez les deux premiers dans l'ordre et que vous avez compris que le reste a un impact direct négligeable, quel que soit l'ordre dans lequel on les met, c'est bon, vous avez le glaçon. Après, pour les plateformes de glace, en réalité c'est pas aussi simple que ça, et c'est pour ça qu'il aurait fallu les mettre au moins en troisième position, parce qu'elles ont quand même un impact, mais indirect. Alors ces plateformes, elles flottent déjà, donc par rapport au niveau des mers, si la plateforme fond, elle ne va pas faire augmenter le niveau des mers directement. Par contre, elle retient les glaciers en amont. Et comme elle retient les glaciers en amont, si elle disparaît, ces glaciers vont déverser plus de glace, avoir un flux beaucoup plus important, et vidanger la calotte. Et dans ce cas-là, cette glace, le glacier qui, elle, est posée sur le socle rocheux, va passer du socle à l'océan, et donc là, cette glace va faire augmenter le niveau des mers. Donc la question des plateformes est fondamentale. Et ça, c'est actuellement un gros sujet d'étude, la question de la déstabilisation possible de ces plateformes qui fondent par en dessous. Mais pour le reste, il y a des estimations qui ont été faites de l'élévation du niveau des mers et de la manière dont chacun des stocks de glace va y contribuer, puisque pour l'instant, toutes les régions englacées ne sont pas impactées de la même manière par le réchauffement. A priori, sur les estimations qu'on a, on est plutôt aux alentours de 30-40 cm associés à l'Antarctique. Mais il y a aussi le Groenland, il y a aussi les glaciers alpins, et puis il y a la dilatation thermique des océans, et actuellement, le niveau des mers devrait augmenter à peu près d'1,10 m à la fin du siècle. C'est à peu près les estimations qu'on a. Pour conclure ce petit jeu sur votre compréhension de la glaciologie, il y avait 5 glaçons à remporter en tout. Alors, bravo si vous en aviez trouvé quelques-uns, mais si vous en aviez trouvé, ça veut dire que vous êtes déjà assez calé dans le domaine pour comprendre qu'il faut en profiter parce qu'ils ne vont pas durer bien longtemps. En 2013, il y a une équipe de télé qui nous avait suivis pour faire un reportage sur Arte. Ça faisait une dizaine d'années seulement qu'on commençait à faire des mesures sur les glaciers de l'Himalaya. On voyait qu'ils résistaient beaucoup mieux que les glaciers alpins ou les glaciers des autres régions du monde. Donc j'avais un discours plutôt optimiste. On s'aperçoit que ces glaciers, finalement, ils perdent du volume, comme tous les glaciers du monde, quasiment tous les glaciers du monde. Si on compare à l'ensemble des glaciers de montagne, on s'aperçoit que c'est à peu près 2 fois moins rapide que la perte moyenne de tous ces glaciers de montagne. Donc globalement, ils sont quand même en bonne santé. On va avoir une diminution des glaciers, mais il y en aura toujours, au moins pour des siècles. 10 ans plus tard, la conclusion serait complètement différente. C'est-à-dire que même moi qui, depuis 30 ans, travaille sur les glaciers, vois leur évolution, j'ai été surpris par la rapidité d'évolution des glaciers dans le monde entier. Donc dans les Alpes, finalement, on le voit quasiment au quotidien. Mais même en Himalaya, qui pourtant, les glaciers résistaient encore bien il y a quelques années, eh ben, j'ai été vraiment surpris par la vitesse. Selon les régions, on estime, et selon les scénarios, on estime qu'on aura une disparition d'environ 3/4, voire plus, de l'ensemble de ces glaciers du monde. Et il y a 10 ans, même étant déjà sensibilisé, travaillant déjà sur ces glaciers-là, j'imaginais même pas en fait. Donc c'est une situation qui est grave. Allez donc, le constat de cette vidéo n'est pas hyper optimiste. C'est par là. Ou par là. De toute façon, quelle que soit la direction qu'on prenne, ça va fondre. Et les glaciologues étudient les glaciers. Évidemment, ils n'ont pas de solution miracle pour les empêcher de fondre. En revanche, ils peuvent proposer des solutions sur des problèmes concrets. Est-ce que vous vous souvenez de notre glacier des Bossons? On est allé le voir au début de l'été. Et bien là, on est en octobre et on va y retourner. Ah! Regardez comme c'est magnifique! C'est Chamonix là-bas, avec la vallée. Ah, je sais ce que vous dites, c'est éclater au sol comme prétexte. Allez, hardi! Allez, c'est la fin de l'ascension. Ça va mieux là, j'ai quitté le sac. Et puis comme on dit, les chevaux sont écuries. Parce que nous voici revenus au glacier des Bossons. Ici, un chenal qui n'existait pas en juillet a été creusé.
et le lac préglaciaire s'est complètement vidé, mais tranquillement, sans causer de dégâts. Finalement, ça n'a pas trop mal marché. Voilà, j'espère que cette petite balade vous aura été utile. Au cours de cette vidéo, on a vu ce qu'on sait des glaciers, et surtout, comment on le sait. On a eu un aperçu de leur triste avenir, qui risque de devenir, hélas, de plus en plus difficile à éviter. Puis au cours d'une prochaine vidéo, on verra ce que les glaciers ont à nous apprendre sur notre passé, puisqu'on parlera cette fois de paléoclimatologie et de ces fameuses carottes de glace. Ben mon vieux, ça doit encore avoir un sacré goût, ça. C'est glacier. T'as retrouvé une combi? Oui, je l'ai prise orange. Oh, je dis tiens. Ouais, ça, le mauvais goût et les couleurs. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo. Alors, comme d'habitude, elle a été réalisée en toute indépendance, donc ça veut dire sans partenariat, vous l'avez vu, sans aide de ci ou ça. Et vous vous en doutez, une vidéo comme celle-ci, elle me coûte plus qu'elle ne rapporte. Donc si vous avez les moyens, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et puis vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur Twitch. J'y suis notamment le lundi. Tiens, pendant que tu te baladais, là, moi j'ai réfléchi à une solution à ce problème des glaciers. Toute leur glace, au lard fumé, au fromage, que c'est pas bon, ben pour pas y gâcher, on reprend nos petits poêlons qu'on avait fait de la raclette ou de la brûlette, et cette fois on va faire une fondette. C'est-à-dire jusqu'à ce que ça bouille. Et là, ça devrait être bien meilleur, parce que ce sera du bouillon, au lard fumé. Et même au Roquefort, si tu mets deux boules. Moi, c'est comme ça que j'y vois, la fonte des glaces. Et méfions-nous surtout des gens qui ont tendance à tout déformer et qui donnent toujours des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et du coup, je vais peut-être même y appeler la bouillette. Je me tâte. Ouais, que l'oscurantisme retourne à l'obscurité. Chaud! On observe un front en retrait, mais c'est derrière que tout se fait. Ça grouille de clous d'émoticônes, trop de morettes sur ces neurones quand tu juges les siècles passés pour leur pratique de barbares. Qui voient ceux qui vont succéder te regarderont Paris plus tard. T'as fait des copes et d'autres copes. Et depuis des copes, des pays qu'on flotte, t'as fait des accords qu'on pas fait d'accord. Et depuis des copes, et copes encore. Cop. Tu es à fond, ouais. Et ainsi font, les autres le font, ouais. Et ainsi font, ça puissant fond, ouais. Et ainsi font, les millénaires se défont. Et ainsi font, ils s'en défilent les maîtres. Et ainsi font, ça coûte rien de te promettre. Et ainsi font, ça n'engage que ceux qui écoutent. Et ainsi font, c'est le supplice de la goutte. Et ainsi font, trois détours et puis s'en vont.